Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire à la découverte de la consommation responsable grâce à l'IA sémantique. Je me présente, je suis Diane Thébault et je suis accompagnée par Julie Daillon aujourd'hui. Nous sommes toutes les deux data stratégistes au sein de l'équipe Data Solutions de Weborama. La mission de notre équipe, c'est vraiment de générer de la connaissance consommateur pour nos clients afin d'optimiser leur stratégie marketing et les activations qui vont en découler. Donc on est assez contente de pouvoir vous parler de ce sujet qui nous a pas mal passionnés ces derniers mois, du coup autour des nouvelles tendances de consommation. Donc quelques mots sur Weborama avant de commencer. Donc au-delà des solutions que Weborama peut proposer sur le marché, donc que ce soit des solutions technologiques, de data ou d'insight, ce qui fait vraiment notre force, c'est notre outil d'IA sémantique, donc d'intelligence artificielle sémantique, qui va nous permettre de manière vraiment précise et scalable de comprendre les intérêts, motivations ou encore les besoins des internautes français. Alors bien sûr, on aime beaucoup utiliser ces outils pour accompagner nos clients, mais on aime encore plus les utiliser pour nos propres besoins. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait avec les tendances de consommation. On, on les a utilisées pour travailler dessus et on s'est adossé à l'Union des marques, qui est un organisme au contact direct des marques et donc au premier rang des préoccupations consommateurs. Et donc, au fur et à mesure de travailler dessus, c'est devenu vraiment une préoccupation dans les analyses qu'on fournissait au quotidien pour nos clients. On a vraiment dédié une équipe sur ce sujet. Et c'est ainsi que Weborama et du coup toutes ces équipes sont devenues vraiment expertes sur ce sujet que maintenant on va vous présenter. J'aimerais tout d'abord porter votre attention sur un chiffre, 27%. Du coup, sur les 30 derniers jours, donc là on est le 3 avril, donc du 1er mars au 1er avril à peu près, on a remarqué que 27% de la population française a présenté un intérêt pour la consommation responsable. Donc c'est assez énorme comme chiffre, puisque plus d'un quart des Français dans notre base va être intéressé par ces tendances, qui représentent quand même 15 millions d'internautes français. Puis la consommation responsable, c'est important, puisqu'on en parle en fait tout le temps et c'est un terrain en fait indispensable aujourd'hui pour les marques, puisqu'il faut s'imaginer que le consommateur maintenant s'interroge par rapport à son rapport au monde, par rapport à son environnement et du coup les marques qu'il va acheter, qu'il va consommer. Donc au final, le moment où il va commencer à se poser ces questions, ça va être un moment clé pour les marques, puisque lui, il va prendre des décisions qui vont impacter ses habitudes de consommation sur le plus ou moins long terme. Je vous dis, la consommation, elle est partout, elle est partout. Effectivement, on en parle dans tout type de secteur. Donc, si je prends par exemple l'énergie, effectivement, on parle d'énergie renouvelable, d'énergie verte. On a également le domaine des transports, que ce soit de transport privé avec l'arrivée des véhicules électriques, ou même public, puisqu'on a tous les réseaux de bus ou encore les trottinettes électriques qui nous ont fait beaucoup parler ces derniers mois. Après, on a effectivement le domaine de l'alimentaire avec tous les sorts des produits bio et naturels, mais aussi à la restauration, puisqu'on a eu l'obligation dans les restaurants d'avoir des doggy bags pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et puis après, on a des domaines un peu moins attendus, les cosmétiques, avec tous ces microbilles qu'on peut avoir dans des crèmes, par exemple, qui au final se retrouvent au beau milieu de l'océan. On a également tout ce qui est tourisme avec les déplacements en avion et des secteurs même qu'on aurait pu croire un petit peu au-dessus, tels que le luxe, puisqu'il y a eu des impacts environnementaux par rapport au Fashion Week, ou même le sport avec effectivement tout ce côté événementiel. Donc effectivement, on comprend mieux pourquoi tu as insisté sur l'importance du 27% au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 27% des internautes français, mais demain, en fait, ça peut exploser. Et finalement, en tant que marque, ce qui est important, c'est vraiment de suivre au plus près l'évolution de l'intérêt pour la consommation responsable chez les consommateurs. Déjà, pour se positionner sur le sujet, si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je pense que c'est la question la plus importante aujourd'hui, c'est de se positionner dessus de manière qui soit pertinente. Donc finalement, en fait, avec tout ce que présentait Diane, c'est vraiment un sujet de fond qui est hyper important, mais c'est pas évident de s'emparer de ça parce que ça reste assez philosophique, on va dire. Et surtout, on a envie de rendre ça activable. Comment on rend la consommation responsable activable? Chez Weborama, je pense que c'est plus un secret pour vous parce que vous avez forcément lu le titre du webinaire que vous êtes inscrit, j'espère. C'est qu'on est spécialisé dans l'intelligence artificielle sémantique.
Et donc l'intelligence artificielle, finalement, c'est quoi? C'est la science des mots. C'est l'application de méthodologies de machine learning, de deep learning, pour aller structurer tout le contenu qui est disponible en ligne sur le web et faire avec ça une seule visualisation qu'on vous montrera, qui tient sur un seul écran d'ordinateur et qui permet en un seul coup d'œil d'aller voir, de comprendre ce qui se passe derrière. Donc la question, c'est comment on se sert de ça pour alimenter un observatoire des tendances. On n'est pas sur de l'analyse de ce que des gens déclarent, on n'est pas sur du focus group, on n'est pas sur un baromètre classique. Du coup, en quoi l'observation de contenu en ligne nous permet d'appréhender des tendances de consommation? Donc premièrement, ça permet déjà de voir quand une tendance émerge. Quand une tendance naît, il y a forcément des nouveaux contenus qui vont apparaître qui n'étaient pas là avant. Et l'analyse des mots qui constituent ces contenus, ça nous permet de comprendre très précisément de quoi ils retournent. Dans le cas de la consommation responsable, on voulait savoir exactement comment ça se manifestait. Est-ce que c'était une grosse tendance un peu unique, un peu en fond, qui concernait tout le monde, ou est-ce qu'il y avait plusieurs formes à la consommation responsable? Donc c'est tout ça qu'on a voulu analyser par la connaissance des documents pour avoir vraiment quelque chose d'exhaustif. La deuxième chose, et ça c'est la grande particularité de la sémantique Weborama, c'est qu'on peut faire un rapprochement direct entre les contenus qui sont consommés activement par des internautes et des centres d'intérêt. Donc finalement, si je veux résumer de manière un peu grossière, c'est dis-moi ce que tu lis sur Internet et je te dirai ce que tu aimes. Donc en faisant ça, on peut identifier des audiences qui présentent vraiment une grosse appétence pour ces sujets de consommation responsable et donc identifier pour vous des segments qui vont avoir une vraie valeur ajoutée sur ces sujets-là. Si on avance un peu, on voulait du coup vous montrer un peu à quoi ressemblait cet Insight Lab dont on vous parlait. Donc voilà, c'est ici en fait qu'on a développé l'approche dont je vous parlais à l'instant. C'est un lieu qui existe depuis presque un an. Maintenant, on a une équipe Weborama qui est entièrement dédiée. Qu'est-ce qu'on fait là-bas concrètement? On fait des workshops pendant lesquels on va mettre les mains directement dans les outils avec les marques pour travailler sur les problématiques du moment. Alors malheureusement, les circonstances aujourd'hui ne nous permettent pas de venir jusqu'à vous aujourd'hui pour vous inviter à jouer avec nos outils. Néanmoins, on voulait quand même vous emmener un peu figurativement avec nous dans le Sandy Side Lab et vous donner un petit aperçu de notre intelligence artificielle sémantique. Donc là, on va vous montrer une petite vidéo à quoi ressemble du coup cette fameuse intelligence artificielle sémantique. Donc la méthodologie, c'est la suivante. On va choisir un mot-clé, donc consommation responsable, qu'on va rentrer dans l'outil. Il va aller vraiment collecter et rapatrier tous les contenus qui sont disponibles sur le web en rapport avec ce mot. Et donc là, on voit vraiment l'avantage du digital qui se dessine. En fait, du coup, on va avoir de la donnée hyper fraîche. On est vraiment sur des contenus récents. Donc, la grande force, c'est l'instantanéité. On va avoir un baromètre en quelques clics, sans se déplacer. Et vous allez me dire, ce qui est particulièrement utile pour les marques en cette période un peu inhabituelle, puisqu'on va pouvoir, en restant chez nous, en fait, pouvoir analyser des comportements qui sont vraiment observés sur le web. Ce sont des contenus qui sont activement consommés par des consommateurs. On n'est pas dans l'analyse, vous voyez, de réseaux sociaux, on va regarder ce que les consommateurs disent. Nous, on est vraiment dans l'observation de comportements de navigation. Donc, on va analyser des articles de presse, des blogs, des sites spécialisés, des réseaux sociaux aussi. Donc, finalement, un corpus de contenu qui va être très exhaustif. C'est environ 25 fois la taille de Wikipédia, si vous voulez un ordre de grandeur. Et ça représente 100 milliards d'URL dans le monde, puisque ça, on l'a fait pour la France, mais on sait, on peut le faire pour plusieurs pays. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de suivre l'évolution de chaque tendance dans le temps, donc en voyant des pics et au contraire des baisses. On voit aussi le lien entre les mots pour voir les territoires qui sont périphériques, les univers qui sont connectés à la tendance de consommation. C'est pas seulement le bio, c'est pas seulement de l'alimentaire, c'est pas seulement de la cosmétique, c'est peut-être connecté à d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir le lien entre les mots. Et surtout, l'outil, comme vous voyez à l'écran, va structurer les contenus en petites grappes de couleurs, donc des grappes de mots. Chaque grappe, c'est une unité de sens. Autrement dit, chaque grappe, c'est un thème, c'est une tendance.
Donc voilà, de manière très basique, ce que peut faire l'outil. Le premier enseignement qu'on a eu après avoir fait tourner cet outil sur la consommation responsable, c'est que la consommation responsable n'a pas qu'un seul visage. Historiquement, au début des années 2000, quand on a commencé à voir émerger la consommation responsable, quand on regardait les contenus, on voyait que les contenus, surtout, déjà étaient rares, on n'avait pas beaucoup, et surtout, c'était hyper négatif, c'était vraiment empreint de méfiance envers la consommation outrance, méfiance envers la consommation qui pollue, et même parfois un peu de méfiance envers les marques qui font beaucoup de marketing et cherchent un peu à nous faire oublier les besoins premiers, nous faire oublier l'essentiel. Donc c'était quelque chose d'assez oppressant, on va dire. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, le discours est beaucoup plus positif dans les contenus sur le web. C'est très optimiste en fait. Aujourd'hui, consommer de manière plus responsable, c'est pas se priver et consommer moins, c'est plutôt consommer différemment, c'est consommer mieux, c'est consommer plus intelligemment. Donc pour ça, il y a trois manières principales qu'on a structurées avec l'outil. La première, c'est tout simplement remplacer. Mieux consommer, c'est je vais acheter en vrac des pâtes en vrac au lieu d'acheter des paquets de pâtes parce que je veux faire attention au suremballage plastique. Ou alors, je remplace des produits que j'achetais en grande quantité, je vais acheter les mêmes mais de meilleure qualité. Donc forcément, si j'achète mieux, je vais peut-être pas pouvoir acheter autant qu'autrefois. Donc du coup, je vais réduire la consommation. Donc je vais être prêt à sacrifier un petit peu sur la quantité. Je vais mettre de côté certains actes de consommation qui me paraissaient plus superficiels et je vais investir mon argent autrement. Le troisième chose, c'était l'autoproduction. Par exemple, qui ressortait. Un exemple, c'était le type qui posait des panneaux solaires dans son jardin. Et Alors qu'au final, en fait, le mec qui met son panneau solaire dans son jardin, on peut se dire que c'est un petit peu niche, en fait. Alors que autoproduire, c'est plus que ça. Ouais, tout à fait, tu as raison de le souligner. En fait, c'est vrai qu'au début avec l'équipe, quand on a regardé ça, on s'est dit: «Mais ça, c'est hyper anecdotique, ça concerne personne l'autoproduction, ça va être une partie infime de la population française» et en fait, en creusant, on s'est vu que l'autoproduction, c'était plus que ça. C'est, le Repair Café où on va faire réparer son téléphone, c'est le Fab Lab où on va faire imprimer, des pièces avec une imprimante 3D pour, réparer des objets qu'on a à la maison. C'est aussi la lessive ou les dentifrices qu'on va fabriquer soi-même. C'est le meuble vintage qu'on va chiner, qu'on va retaper. Enfin, c'est tout ça. Donc oui, aujourd'hui, on n'est pas tous des autoproducteurs au sens strict du terme, mais le Français d'aujourd'hui, c'est un acteur de sa consommation. Il est prêt à fournir un effort supplémentaire pour se réapproprier sa consommation. Et l'autoproduction, en fait, c'est aussi une manifestation de ce besoin de personnalisation qui est de plus en plus fort face à ce qu'on appelait la dictature du choix, face à cette consommation de masse. Aujourd'hui, on n'est plus dans un schéma où il y a des produits qui vont être poussés vers le consommateur. C'est toutes ces nouvelles démarches de co-création avec les marques, de personnalisation, mais de personnalisation de masse. Donc c'est un peu à ces enjeux qu'on essaye de répondre, c'est comprendre au plus près les motivations de chacun tout en restant at scale en fait. Donc ces trois types d'actions, remplacer, réduire, autoproduire, comme vous en doutez, tout le monde a un curseur différent. Il y en a qui seront plutôt en haut de la pyramide, d'autres qui sont plutôt sur le côté gauche, plutôt sur le côté droit, donc ça dépend. Sur ce qui était hyper intéressant quand on était dans cet observatoire avec nos outils, à jouer avec nos bulles, c'est qu'on s'est rendu compte que comme le concept de consommation responsable s'est démocratisé, il y a des motivations très diverses qui sont derrière ça. Jusque-là, on a pas mal parlé d'une image assez positive. Oui, je veux consommer mieux pour moi, pour mon épanouissement personnel, pour me sentir mieux. Donc ça, c'est plutôt la valeur hédonique. Je veux consommer mieux pour les autres, pour protéger mon environnement, pour protéger ma société. Donc ça, c'est plutôt la valeur sociale. Je déconsomme pour le bien de tous. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi une déconsommation qui peut être plutôt subite. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la valeur utilitaire. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a moins de pouvoir d'achat, donc du coup, ça force à moins consommer. Et comme je peux moins consommer, je vais repenser ma consommation. Et ce qui était assez intéressant quand on allait vraiment creuser dans cette direction, c'est qu'on voyait qu'il y avait un phénomène de rationalisation a posteriori. Il y avait vraiment l'ego
personnel qui entre en jeu. C'est oui, je peux moins consommer, du coup, je vais acheter mieux. Mais finalement, je me console, entre guillemets, de pouvoir moins acheter en me disant que finalement, ce que je fais, c'est bien pour moi, c'est bien pour la planète. Donc il y avait ce décalage qui est presque une contradiction, mais en fait qui met en valeur des tensions dans les motivations qui poussent à la, à la déconsommation ou à la nouvelle consommation qui sont pas clairement séparées. En fait, les unes sont en tension avec les autres. Donc voilà pour l'aspect un peu théorique. Merci Julie. Donc maintenant, tu nous as bien expliqué toute la partie un peu théorique des tendances, mais au final, comment tout ça va se manifester? Donc on voit du coup l'apparition de 16 tendances. Pourquoi 16? Eh bien, comme du coup tu nous l'as expliqué avec l'outil sémantique, en fait, l'outil va permettre de faire des regroupements statistiques de mots et chaque regroupement devient une tendance. Donc après, pour l'anecdote, quand en général on partage ces tendances, on est plutôt soit avec Insight Lab ou face à des clients, donc on a un peu quatre réactions, disons quatre réactions à chaque fois. On a un petit peu le je connais déjà. J'ai envie de vous dire heureusement. Heureusement qu'on retrouve des choses qu'on attendait, qu'on connaît, dont on parle beaucoup dans la presse, comme les énergies renouvelables, le zéro déchet. Après, on a un petit peu tiens, je connaissais pas. Effectivement, l'intelligence de la machine va nous permettre de rien oublier ou même de regrouper en fait des thématiques que l'on connaît mais qu'on n'aurait pas forcément posé un nom dessus. Moi, je pense aux makers du coup, puisque les makers au final, c'est tous ceux qui aiment fabriquer ces objets, cuisiner, entretenir son jardin, faire son potager, bricoler, tout le détournement des objets qu'on peut faire et donc produire ce qu'on consomme. Donc ça, on connaissait, mais on n'aurait pas forcément mis un mot dessus. Après, on a tout ce qui est le superfood, les super aliments français, donc les baies de goji, la spiruline. Et ça, ce sont des ingrédients qui ont des valeurs nutritives exceptionnelles. Et comme tu le disais, là, au final, c'est tout l'aspect des marketing, puisqu'on va mettre en fait au centre des communications le produit brut et enlever tout ce qui est un peu superficiel dont on pourrait parler pour d'autres produits. Ensuite, on a un de nos partenaires qui nous a dit vous avez la même tendance en double. Vous avez 2 fois le recyclage. En fait, non. Le recyclage, il parlait du zéro déchet et de seconde vie. Et au final, il y a en fait 2 comportements qu'on peut identifier, puisqu'on a le comportement seconde vie, où au final, on va aller acheter un livre d'occasion, on va acheter sur Vinted, sur Le Bon Coin. Donc là, c'est vraiment une réutilisation. Et on va avoir le concept de recycler où on va vraiment regarder la composition du produit au moment où il va être fait pour après bien faire le tri ou alors ne pas acheter, acheter en vrac pour ne pas avoir le plastique qui va avec. Donc c'est un concept qui est similaire, mais on a bien des comportements différents. On a eu également il en manque. En fait, on avait une entreprise qui cherchait le bien-être animal. Alors le bien-être animal, il n'a pas été oublié. En fait, il est derrière consommation éthique. Puisque quand on parle de consommation éthique, au final, on veut dire bien consommer, mais pas au détriment d'autrui. Donc au final, la consommation éthique, elle se divise en 3 sous-idées assez fortes. Consommer local, les circuits courts pour bien rémunérer le producteur, comme c'est qui le patron ou la marque. On a consommé clean, du coup, pour l'environnement. Et puis, on a le consommer cruelty-free, et donc, ils sont là, les animaux. Il est là, le bien-être animal. Il est dans cette sous-idée. Donc finalement, on a bien une consommation qui devient un acte réfléchi et mûri des citoyens engagés. Et c'est grâce à toutes ces interactions qu'on a pu avoir avec les clients au fur et à mesure de le présenter que nous, on aime beaucoup de parler d'exploration sémantique pour vraiment comprendre le pourquoi et le quoi de toutes ces tendances et quels sont leurs liens. Parce qu'effectivement, on a bien compris on a bien compris toutes les différences entre les tendances, mais au final, est-ce que c'est pas un petit peu abstrait, vous allez me dire? Abstrait dans le sens où, au final, les marketeurs, ils pourraient très bien utiliser ce positionnement pour leurs produits ou les universitaires. Mais comment on pourrait les utiliser? Au final, si on se base sur, par exemple, prenons le superfood. Le superfood, je m'intéresse à des aliments qui ont des valeurs nutritives exceptionnelles. Au final, je vais peut-être chercher des produits qui sont sains, ou peut-être qui sont bio, sans produits chimiques. Et du coup, pourquoi pas rechercher également un produit éthique. Comme je mange bien, au final, je me fais du bien à moi-même. Donc du coup, là, je retrouve le bien-être. Comme je prends soin de moi et que je prends des bons aliments, au final, ça fait profiter la planète. Donc mon impact environnemental, il va diminuer.
parce que je vais refuser de trop aller au supermarché, je vais plutôt aller voir le petit producteur où je vais beaucoup moins acheter de vêtements, par exemple. Donc au final, tous ces centres d'intérêt, toutes ces tendances responsables sont liées. Et au final, on a pu confirmer cette hypothèse très rapidement puisque notre technologie nous a permis de faire directement les liens entre les tendances et les comportements de vrais consommateurs derrière. Et ça va être ça vraiment après du coup l'utilité de ces tendances. Seulement, la particularité de notre intelligence artificielle sémantique, c'est de pouvoir faire le pont entre les contenus, donc les mots, et les comportements consommateurs. Donc à partir des mots-clés que l'outil a pu identifier, comme Julie vous l'a montré, on va pouvoir faire le match avec les internautes sur ces centres d'intérêt. Nous, on appelle ça le semantic matching. Et donc là, on va pouvoir quantifier les tendances pour avoir vraiment un volume d'internautes correspondant. Donc là, ce qu'on peut voir sur le mois dernier, c'est par exemple la tendance qui est la plus forte en termes d'individus, ça va être le bien-être. Pour le bien-être, on a environ 2,7 millions d'internautes, suivi de près par l'impact environnemental avec 2,3 millions. Et enfin, on a les makers avec 2 millions qui est en troisième position. Donc au final, les makers, ils n'étaient pas si niches que ça, puisque c'est la troisième tendance qui ressort. Maintenant qu'on a pu obtenir ce volume et du coup avoir vraiment les internautes qui correspondent, on s'est posé la question et au niveau des différentes catégories d'achat, comment ça se manifeste. Donc on a voulu regarder les catégories de consommation, quelle est la part des consommateurs qui sont intéressés dans notre base. Donc là, on s'est rendu compte déjà d'un premier coup d'œil assez facile, toutes les catégories sont différentes. On a la beauté hygiène qui du coup revient en premier, puis après on a l'agroalimentaire, le tourisme. C'est pas du tout le même ranking que tout à l'heure. Après, pour certaines industries, on n'a pas vraiment de surprise. On s'attendait effectivement à voir l'énergie et l'automobile ressortir grâce aux énergies renouvelables. Mais après, on a été un peu surpris, par exemple, avec le loisir et l'impact environnemental qui ressortait en tant que première tendance, euh, première tendance qui ressortait en fait sur toute cette industrie de loisirs. Et puis nous, on a été un petit peu surpris aussi par culture, parce que dans culture, on entend aussi tout ce qui est un petit peu arts and craft, donc le côté un peu créatif. Nous, on s'attendait à voir les makers vraiment ressortir. Et au final, c'est la quatrième tendance. Sur la culture, ce qui ressort vraiment, c'est la seconde vie et le zéro déchet. Donc nous, ça nous a un petit peu surpris. Donc du coup, en fait, une fois qu'on a vu les différences entre les industries, on a voulu vraiment aller creuser ce qui se passait là-dessous. Parce qu'on finalement, on avait une vue très macro, on avait les 16 tendances, on voyait les industries, on voyait qu'il y avait des motivations différentes, que les tendances n'étaient pas représentées de la même manière partout selon les catégories de consommation. Et on s'est dit, il se passe quelque chose, donc il faut qu'on aille vraiment analyser très précisément les profils des internautes qui sont intéressés par chacune de ces tendances. Donc pour cela, on a créé une plateforme marketing qui est à dispo dans l'Insight Lab et que vous voyez à l'écran. Donc sur la première page, on a le glossaire des thématiques, donc les 16 tendances qu'on vous a montrées. Par exemple, si on clique sur une des tendances, naturalité, on a une petite définition. Donc Teddy, il ressent une certaine méfiance envers les produits transformés et s'intéresse à des modes de production alternatifs et tous les mots qui sont en rapport avec cette tendance et qui vont permettre d'identifier les internautes. En face, on a le top des thématiques donc, que Diane présentait tout à l'heure. Et donc sur cette plateforme, on a toujours du volume 30 jours parce qu'on s'intéresse vraiment à de la donnée fraîche. Et ce qui nous a un peu interpellés, surtout dans ce contexte, c'est qu'on voyait que la consommation responsable, malgré le contexte, c'était toujours quelque chose qui intéressait les internautes. C'était toujours, donc c'est vraiment une tendance de fond finalement, parce que même en temps de crise, c'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est pas une tendance un peu qui fait le buzz du moment et qui va disparaître. Finalement, on voit que c'est résilient, c'est toujours là. Et notamment, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on voyait que dans ce contexte de coronavirus, il y avait parfois même l'essor de certaines tendances comme la consommation locale, la consommation éthique, qui sont des choses qui prennent de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, on va retourner à des productions locales, que ce soit pour des raisons sanitaires ou autres. Mais en tout cas, du coup, on voit des changements de comportement qui se dessinent. Et ce qui va nous intéresser dans l'Insight Lab pour les mois qui suivent, ça va vraiment être de suivre au plus près ces évolutions pour comprendre si c'est des choses temporaires, si c'est des choses
finalement qui vont se remettre à la normale quand on va sortir de la situation, ou si c'est des choses qui vont rester ancrées plus longtemps. Donc c'est vraiment un peu le but de l'observatoire, c'est de suivre ces tendances et de comprendre vraiment dans quelle direction elles vont. Le L'autre petite chose qu'on a développée, c'est cette carte des proximités. Donc, Dan, tout à l'heure, nous faisait un peu de preview en nous disant est-ce que ces tendances sont liées effectivement, on pouvait se dire finalement à quoi ça sert d'avoir 16 tendances. Est-ce que c'est pas un peu les mêmes personnes qui s'y intéressent? Donc, on a voulu confirmer cette hypothèse. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit mapping avec des points. Chaque point, ça représente une tendance. Donc, par exemple, le point superfood là, qui se balade à l'écran, c'est vraiment les internautes qui sont intéressés par les super aliments. Le point à côté, c'est les internautes qui sont intéressés par détox. Plus les points sont proches, plus ça veut dire que les profils se ressemblent, les internautes sont similaires, donc ils ont les mêmes besoins. Et plus les points sont éloignés, plus les besoins sont différents. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer d'intéressant? Seconde vie, là, je vois qu'il est en bas de l'écran. Ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, il est très éloigné de zéro déchet. Donc cette tendance qui était le recyclage et qui finalement se manifeste sous deux formes différentes. Un, la réutilisation et deux, faire attention à ce que les choses soient recyclables. On voit que finalement, ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes comportements sur Internet. Donc voilà quelle est peut-être l'utilisation de la carte des proximités, toujours dans ce souci en tant que marque de savoir comment se positionner et comment s'adresser aux consommateurs. Pour comprendre en fait comment on arrive à faire ce type de carte, il faut aller comprendre vraiment les cartes d'identité, donc les profils de chaque segment d'internaute. Donc là, sur la plateforme, du coup, on peut choisir la tendance. Par exemple, si on va sur seconde vie, on verra s'afficher la carte d'identité des consommateurs seconde vie. On peut aussi choisir le niveau d'intensité. Donc là, on est sur des gens qui sont assez intéressés, mais on peut aussi prendre des gens plutôt intéressés, par exemple, et voir que la carte d'identité, les traits de comportement ont changé. Donc, plusieurs types de données à disposition. Déjà, on a les traits de comportement. Donc, la petite spirale que vous voyez, c'est les centres d'intérêt des internautes qui sont intéressés par seconde vie. Donc, ce n'est pas forcément des centres d'intérêt en rapport direct avec seconde vie, c'est vraiment tous leurs centres d'intérêt sur le web. Ce qui était assez intéressant dans ce profil, c'est qu'on voyait que si on va en bas de l'escargot, par exemple, on a Good Deals et écologie. Je voulais dire en bas de la spirale de l'escargot, il y avait Good Deals et écologie qui sont juste à côté. Et en fait, ça rejoignait un peu cette pyramide qu'on avait au début. On se demandait, est-ce que les gens, ils sont plutôt réutilisation parce que c'est pour le bien des autres, le bien de l'environnement, ou est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'ils sont à la recherche des meilleurs prix? Et dans ce profil, on voyait que écologie était légèrement plus surreprésentée que goodies. Mais c'est quand même deux centres d'intérêt qui sont très proches dans le profil. Donc ça confirme encore une hypothèse et ça permet de quantifier aussi cette hypothèse. On voit aussi la proximité des tendances. Donc, seconde vie, c'est une tendance qui va être très proche de commerce équitable et de consommateurs à l'action. Par contre, elle va être assez éloignée des consommateurs qui sont plutôt pour détox. Si on descend un peu plus bas, on peut aussi mettre à disposition des infos sur les étapes de vie. Est-ce que le consommateur est en train de vivre un moment de vie fort? On peut mettre aussi en avant des affinités avec les marques pour voir le potentiel pour ces segments de consommateurs. Et enfin, à la fin, on peut avoir une carte de géolocalisation pour voir où en France, ces tendances sont les plus surreprésentées. Et notamment, on s'est servi de ça pour valider une hypothèse qui était est-ce que la consommation responsable, c'est quelque chose de plutôt urbain ou quelque chose de plus rural? Parce que ça, c'était un peu le cliché qu'on avait sur le sujet. Et en fait, pas du tout. Quand on regardait, on voyait que la consommation responsable, en comparant les différentes tendances, on voyait que c'était vraiment quelque chose de diffus qui surpassait qui dépassait la distinction un peu classique, un peu artificielle entre urbain et ruraux.
Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne sur le fond tous les consommateurs. Donc ça, c'était pour Seconde Vie. On peut aussi regarder Superfood. Donc là, c'est vraiment juste pour vous montrer que à chaque tendance, on a des cartes d'identité différentes qui se dessinent. Ce qui était intéressant dans Superfood, c'était surtout les étapes de vie. On avait travaillé sur cette problématique avec un de nos partenaires. On voyait que les étapes de vie qui ressortaient, c'était retraite et maternité. Donc c'était assez intéressant. On s'est posé la question. Et ce partenaire qu'on avait, lui, comme il était dans le domaine agroalimentaire, dans les FMCG, lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment Superfood. La tendance en soi l'intéressait, mais il voulait vraiment aller creuser pour savoir ce qu'il y avait derrière ce Superfood. Ce qu'il voulait, c'était pas la tendance macro, c'était presque les sous-tendances qu'il y avait à l'intérieur de cette tendance. Donc ça, on a fait ce travail. Donc on voyait donc les moments de vie, maternité et retraite qui apparaissaient. Et en fait, ces moments de vie étaient importants parce que c'est des périodes où le corps a besoin de plus de force, il a besoin d'autres apports nutritifs qui sont différents de ce qu'on a besoin d'habitude. Et c'est un moment où on va se mettre en quête vraiment de partenaires alimentaires. On va remettre en question son alimentation. Pour comprendre exactement ce qu'on remet en question, on a encore toujours une fois avec la même méthodologie, on avait regardé les sous-tendances qu'il y avait. Donc, on voyait apparaître des préoccupations pour les vitamines, les minéraux qui étaient contenus dans les aliments, les apports nutritifs. Est-ce que c'est antioxydant ou pas, la digestion, booster son énergie, minceur, système immunitaire. Donc, pour donner quelques idées de volume, par exemple, vitamines, c'était 46% des documents sur le web, alors que boost d'énergie, c'était 29% des documents sur le web. Et après, il y avait des petites choses un peu annexes, comme confort urinaire, par exemple, 7%. Et ce qui nous a un peu bluffé quand on est passé en termes d'internautes, c'est que le volume changeait complètement. Confort urinaire, c'est que 7% des documents sur le web, mais par contre, ça va attirer 4% de la base française en termes de volume d'internautes. Donc, et ces 4%, il est à comparer au reste des autres segments. Donc, on voit que confort urinaire, qui était avant-dernier en termes de poids de document, en fait, c'est une tendance qui est importante quand on regarde le nombre d'internautes qui consultent ces sujets. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, confort urinaire, c'est un sujet un peu tabou, c'est des choses dont on ne va pas forcément parler dans un focus group ou dans des techniques de baromètre classiques. Par contre, c'est des choses qu'on va consulter en ligne. Donc, en fait, l'observation de documents sur le web, ça permet aussi d'aller analyser ces sujets un peu tabous dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui vont être consommés activement par des consommateurs. Donc voilà ce que donnait ce zoom sur cette tendance superfood et pourquoi les moments de vie étaient quelque chose d'important quand on parlait de consommation responsable. On a une dernière chose qu'on aimerait partager avec vous. C'est toujours dans l'optique du coup d'appréhender les tendances, de rendre tout ça activable, d'aider les marques à construire un positionnement qui soit vraiment pertinent auprès des consommateurs. C'est cette carte comportementale que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un peu le même principe que la carte de proximité qu'on vous a montré tout à l'heure, sauf que cette fois, on intègre de la donnée first party. Donc, imaginez que vous avez une base CRM et une base de visiteurs de votre site internet, si vous en avez un. Les points rouges, c'est vous, c'est vos visiteurs, vos clients. Et les points bleus, ce sont les internautes lambda français. Donc, chaque point représente une audience et chaque point est placé sur la carte en fonction de ses centres d'intérêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, vos visiteurs détox, en rouge, sont complètement éloignés des internautes détox français lambda. Autrement dit, vos visiteurs ont des caractéristiques particulières qui les différencient des internautes français. Et donc, l'exercice derrière, encore une fois, ça va être de les comparer les profils pour vraiment voir les spécificités. Donc ça, c'est un exemple générique.
Mais parfois, c'est pas toujours le cas. Parfois, on va avoir des gens dans certaines industries qui, justement, leurs consommateurs vont être très près des consommateurs lambda français. Et dans d'autres industries, d'autres catégories, bah, au contraire, là, les internautes, les clients vont présenter des particularités, des spécificités de profil qui vont être très différenciantes par rapport aux internautes français. Et bah, dans des stratégies de marketing, des stratégies de contenu, c'est ces spécificités qu'il faut prendre en compte pour pouvoir s'adresser aux consommateurs et notamment sur des sujets aussi prenants que la consommation responsable. Donc voilà le dernier outil qu'on a développé dans cette Insight Lab et qu'on espérait, voilà, dans lequel on espérait vous emmener un peu là, figurativement, à travers ce webinaire. Donc finalement, si on voulait résumer un peu la manière dont on essaye d'aider les marques à innover dans l'Insight Lab de Weibo, c'est tout simplement, premièrement, travailler sur des sujets de fond, comme la consommation responsable, travailler sur des tendances de fond, mais de manière rapide et immédiatement exécutable. Deuxième chose, c'est découvrir des opportunités business. Déjà, en regardant le profil des individus, en regardant les moments de vie qui ressortent, en regardant les sous-tendances qui ressortent. Donc, vraiment en analysant ces signaux faibles que l'on observe sur le web. Troisièmement, du coup, c'est approfondir la connaissance client. Ces tendances que l'on découvre sur Internet, on essaie de les appliquer sur de la donnée first party ou de la donnée client pour enrichir ou challenger des choses qui sont déjà en place. Donc, toujours dans cette optique d'approfondir encore et toujours, d'aller voir ce qui se passe derrière les chiffres pour encore une fois, renforcer les positionnements, comprendre comment s'adresser aux consommateurs. Et l'idéal derrière, c'est de construire des segmentations, que ce soit sur les tendances de consommation responsable ou autre chose, qui répondent à chacun de vos objectifs. Et derrière, en proposant des recommandations, puisque comme c'est une méthode, comme vous l'avez compris, vraiment scientifiquement robuste, avec des chiffres, des choses quantifiées, l'idée, c'est de pouvoir vraiment apporter des preuves mathématiques aux recommandations qui peuvent être faites. Donc voilà pour la manière dont on s'empare à notre manière de la tendance de consommation responsable. On va passer à une session de questions. Si jamais vous avez des interrogations, des choses que vous aimeriez éclaircir ou approfondir, là c'est le moment, on y répond avec plaisir. Je vois qu'il y avait une question par rapport à avoir une fiche qui intéresse sur le secteur d'activité. Du coup, j'imagine que la partie où on a parlé du superfood a répondu à la question. Oui, c'est tout à fait possible du coup de pouvoir creuser une ou plusieurs tendances et sur un secteur en particulier. Une nouvelle question pour savoir si c'était possible d'avoir une analyse transversale sur un moment de vie. Tout à fait. C'est un peu la richesse de nos outils, c'est qu'on peut, une fois qu'on a tout identifié, on peut après choisir l'axe que l'on veut, par lequel on veut entrer, si on va dire ça comme ça. Donc, si on veut entrer par le moment de vie, c'est possible. Si on veut arriver sur du coup la tendance, la catégorie, l'industrie, etc., tout est possible. Et puis, j'aimerais même ajouter par-dessus que l'Insight Lab, là, c'était le premier cycle sur les tendances de consommation. C'était le sujet du début d'année. Mais l'observatoire, c'est pas des restitutions d'études déjà toutes faites. C'est vraiment quelque chose de vivant où on essaye de suivre au cours du temps. Et notamment les moments de vie, ça va être le deuxième cycle de notre observatoire où on va voir l'impact étudié par type de consommation. Et donc tout à fait, en fait, cette analyse transversale par moment de vie, c'est quelque chose qu'on a prévu d'aller explorer et que la sémantique permet tout à fait d'appréhender. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être que ça va venir. En tout cas, tous les éléments qui vous ont été présentés vous seront mis à disposition dans les jours qui viennent. Du coup, c'était un plaisir de vous voir aussi nombreux à ce webinaire et de pouvoir parler d'un sujet aussi enthousiasmant que la consommation responsable. Et on espère que ça vous aura apporté des petites billes, des petites idées pour vous, de votre côté, travailler ce sujet. On aimerait aussi partager, pour finir,
quelque chose qui est un peu en rapport avec ce qu'on vous parlait sur la consommation responsable et citoyenne. C'est une initiative qui a été développée par le groupe, donc par une plateforme développée par Globule Bleu, qui est l'agence créative du groupe Icor. Et c'est une initiative totalement en rapport avec la consommation citoyenne. C'est pour soutenir le personnel hospitalier à travers tout le pays. Donc c'est une plateforme qui a été développée en Belgique, en Espagne, dans d'autres pays et maintenant qui arrive en France. Et c'est simplement une plateforme où vous pouvez rédiger un petit message avec des dessins, des photos, des emojis, donc tout ça pour rendre ce petit message vivant. Et ensuite, ces messages sont diffusés à travers un flux d'informations dans les hôpitaux toute la journée auprès des soignants pour partager des ondes positives. Donc, c'est un peu une sorte de prolongation digitale des applaudissements de 20 heures. Donc, cette plateforme, c'est solidarité-hôpitaux.fr, hôpitaux au pluriel. Donc n'hésitez pas à partager cette plateforme si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui tout simplement souhaitent envoyer un message ou des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui pensent que ce genre d'initiative pourrait apporter du soutien et de l'aide à nos hôpitaux français. Donc pour y contribuer, soit on envoie un message de soutien, soit on communique l'initiative auprès des soignants pour pouvoir développer cette plateforme. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure ce webinaire. S'il y a d'autres questions qui pop entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra avec plaisir. Encore une fois, merci d'avoir été présent. Et puis, on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires qui arriveront dans les semaines suivantes. Merci beaucoup. Au revoir.